Ok, voilà, on est parti pour ce webinaire, créer sa mare écologique. Essayer de voir, décortiquer les différentes facettes de ce qu'est qu'une mare écologique, comment faire, quels matériaux, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu de ce petit webinaire? Déjà, c'est pourquoi. C'est quoi l'intérêt de faire une mare? C'est quoi la multifonctionnalité potentiellement d'une mare, hein? Un des principes en permaculture, c'est un élément, plusieurs fonctions. Donc, essayons d'aller dans ce sens-là. Il y a certaines fonctions qui sont à peu près contournables. Après, il y a d'autres fonctions qui sont, je pense, plus une discussion au cas par cas. Donner quelques mots, je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus, mais quelques mots quand même sur les questions réglementaires. Hein, ça, c'est ma casquette juriste sur le sujet. Parler des questions de réalisation, les étapes, les matériaux. Parler de la végétalisation de ce genre d'espace autour des mares. Parler du débat poisson, pas poisson. C'est un grand débat quand on parle des mares. Et puis, quel poisson, si on en est, tout ça. Puis, je vais terminer par certaines ressources et après, à la fin, on prend un temps pour questions-réponses, échanges sur vos projets, sur vos questionnements. OK. Allez, on est lancé. Déjà, pourquoi faire une mare? Bon, la première réponse évidente, à mon sens, c'est la question de la biodiversité. Hop là, c'est la question de la biodiversité, c'est pouvoir ramener de la vie. De toute façon, on revient sur la base de la permaculture, hein, prendre soin de la nature, prendre soin de la terre, qui est un enjeu majeur aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire tout un live là-dessus, mais il y a une vraie nécessité de pouvoir non seulement préserver, mais même recréer des liens, des points de régénération où la biodiversité puisse se recréer, puisse se régénérer, puisse après recoloniser, espérons-le, d'autres territoires. Donc, quand on parle de mares, finalement, vous avez une grande diversité. Très schématiquement, on va retrouver des espèces aquatiques, des espèces amphibies qui peuvent être aussi bien dans la terre que sur la terre, notamment donc, les batraciens, pour parler des plus courants, et les espèces terrestres qui apprécient très fortement le genre d'environnement très humide. Donc, recréer des mares. Et avant tout, pour la biodiversité, c'est clairement l'objectif numéro 1 incontournable. Et ça peut être fait absolument, quasiment, ou même quasiment n'importe où. Et même y compris peut-être dans des endroits auxquels on ne pense pas nécessairement. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image d'une mare forestière. C'est un peu inhabituel. Donc, y compris dans des boisements, dans des peuplements d'arbustes, d'arbres, dans des taillis aménagés, si on n'a pas déjà en place, des mares, ça contribue aussi à la biodiversité. Parce que fondamentalement, sur un site quelconque, quelle que soit sa dimension, il n'y a jamais un type de biotope qui va maximiser la biodiversité. C'est le fait d'avoir différents biotopes dans un même espace, dans un même site, qui permet de créer différentes formes d'habitat et donc de créer le maximum d'opportunités pour la biodiversité pour s'installer. Et puis, cette notion de mare aussi, elle rejoint un principe fonctionnel en permaculture qui est celui de valoriser les mares, jouer sur les effets de bordure, les bordures entre deux biotopes. Une mare, vous allez fatalement avoir cette interface, ce qu'on appelle un écotone, dans les sciences de l'environnement, entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Et dans cet écotone, dans cette lisière entre la mare et ce qui l'environne, eh bien, c'est là qu'on observe énormément de biomasse, énormément de biodiversité dans ces espaces d'intervalle. Et donc, déjà, ça nous donne une petite puce à l'oreille sur l'aménagement d'une mare dans une approche écologique vraiment holistique. C'est chercher à une préoccupation, en tout cas, ça va être chercher pour une surface donnée à maximiser cette interface, justement, ces bordures. Donc, on va éviter une mare complètement ronde, par exemple. Ça n'est évidemment pas dans ce sens-là. Mais au contraire, faire des formes des contours qui permettent de maximiser cette interface entre, encore une fois, le milieu aquatique et le milieu terrestre. Et l'un des intérêts de cette biodiversité, de toute façon, la biodiversité a clairement une valeur intrinsèque en tant que telle, mais il y a une valeur pratique, c'est la présenter un vaste panel potentiellement d'auxiliaires de culture. Notamment batraciens, c'est vrai que c'est bien connu pour la régulation des gastéropodes, les limaces et l'escargot. C'est particulièrement apprécié au potager. Oiseaux, des grands régulateurs s'il en est, et qui alors non pas parce qu'évidemment ils ne vivent pas dans l'eau, mais parce qu'ils vont vivre dans la proximité de l'eau, et le fait d'avoir un pain d'eau, c'est à la fois une source de nourriture pour eux grâce à la biodiversité intrinsèque de la mare, et aussi simplement pour s'approvisionner en eau. Et petit bonus, le fait qu'ils aient un approvisionnement abondant en eau
Ça évite normalement le fait qu'ils aillent picorer du légume ou du fruit précisément pour s'abreuver. Parce que ça peut arriver sur des oiseaux qui manquent d'eau, qu'ils aillent picorer des fruits ou des légumes assez spongieux, assez riches en eau, comme de la tomate par exemple. Oui, non pas tellement parce qu'ils ont faim, mais parce qu'ils ont besoin de pouvoir s'approvisionner en eau, tout simplement. Alors, du coup, si on veut jouer sur l'aspect auxiliaire de culture, pour une zone de culture donnée, il faut aussi prêter attention à ce qu'elle soit assez proche de la mare. C'est logique, mais il faut du coup penser le positionnement, c'est proche de la mare. D'après les travaux de recherche que j'ai pu voir sur le sujet, l'effet auxiliaire de culture autour d'une mare, c'est dans un ordre de grandeur de 50 mètres autour de la mare, ce qui est déjà quand même assez important. Après, il y a une autre fonction du pourquoi on va faire une mare qui est clairement l'aspect esthétique. Bon, après, on rentre dans le domaine des goûts et des couleurs de chacun, mais c'est assez évident que c'est assez un aspect important. Et ça, on peut tout à fait, rien n'empêche de combiner l'aspect esthétique et des formes de production sur un site. Autre aspect, tout ce qui est lié au fait de ralentir, collecter, d'infiltrer dans le sol les eaux pluviales, et donc, encore à plus grande échelle, de s'inscrire dans ce qu'on appelle le keyline design, la conception en ligne clé, qui fait partie des fondamentaux de la permaculture. Je ne vais pas rentrer ici dans un grand cours sur le keyline design, parce que ça, c'est un vaste domaine, mais l'idée générale, c'est d'utiliser la topographie d'un site, les courbes de niveau, les pentes, les sens de pente, donc déjà de l'étudier et de tirer parti de la topographie pour répartir au mieux les eaux pluviales, éviter qu'elles dévalent les pentes, causent de l'érosion, causent des pertes de nutriments, mais au contraire qu'elles restent sur place, qu'elles rechargent le sol superficiellement, même dans les profondeurs du sol, qu'elles rechargent les nappes phréatiques, peut-être à grande échelle, et qu'on pense de façon assez globale les aménagements, donc entre autres les aménagements hydriques, avec cet objectif-là en tête. Et l'une des applications, l'un des outils d'aménagement dans le keyline design, c'est l'outil des retenues collinaires. Là, je vous ai mis un petit schéma ici. C'est-à-dire que là, vous avez les courbes de niveau, je précise, qui sont représentées par des lignes. Et dans ces renfoncements, comme on voit ici, c'est effectivement l'endroit où le positionnement, soit de retenue collinaire, comme dans ce projet-là, ou de mare, peut être très adapté. Tout comme aussi, on peut penser des aménagements qui vont permettre de canaliser, des rigoles qui vont canaliser les eaux de ruissellement excédentaires, ils vont les canaliser vers un point d'eau, vers une mare. Ou encore positionner des mares dans des creux terrains, dans les fonds de vallons, les fonds de vallées. C'est autant de déclinaisons possibles de ce concept. Une autre notion aussi, c'est d'épurer des eaux de ruissellement, des eaux qui vont arriver sur un site, et les faire en sorte, en jouant souvent sur la topographie du site, qu'elles arrivent là dans l'endroit pour qu'elles soient épurées. Si elles ont, là je parle d'eau qui ont une forme de pollution quelconque. Bon, a fortiori, si vous êtes dans l'optique agroécologie, permaculture, il ne devrait pas y avoir de pollution sur votre propre site. Quoique, il peut y avoir des pollutions rémanentes liées à des usages passés, sur le site, ça arrive. Mais je pense aussi à des cas, parce que moi je l'ai rencontré plusieurs fois chez des porteurs de projets, où malheureusement, leur site est immédiatement accolé à une exploitation agricole en conventionnel. Et donc là, il y a du produit phytosanitaire qui s'écoule sur leur parcelle qui vient du fond du voisin. Comment faire? C'est un peu compliqué. Il y a plusieurs options, mais l'une d'entre elles, c'est ça. Ça peut être ça. Ça peut être faire, à supposer qu'on ait quand même suffisamment d'espace pour, parce que effectivement, ce n'est pas sur du 10 mètres carrés que ça va réellement fonctionner. On est plus sur des ordres de grandeur d'au moins 100 mètres carrés pour que ça fonctionne réellement. C'est de faire ce qu'on appelle de l'épuration par lagunage. Donc, rien de très compliqué sur le principe. On va faire une sorte de plan d'eau assez superficiel. Ça serait mieux si ça s'est planté, contrairement à ce qu'on a sur la photo, et qui va, toute la vie qui va abriter, va dégrader une bonne partie des polluants organiques divers et variés, et même une partie conséquente des pesticides potentiellement, qui peuvent arriver donc par les eaux de ruissellement. Alors là, on rentre sur des choses qui sont, encore une fois, assez optionnelles, à voir au cas par cas. Ça peut servir d'eau pour des animaux d'élevage, ou encore, je dirais, certains animaux d'élevage. Là, pour ça, je vous ai pris l'exemple
l'alimentation en eau pour des vaches. D'ailleurs, c'est quelque chose de très ancien, hein, puisque dans la paysannerie traditionnelle en France, vous avez ce qu'on appelait des boires. C'était tout simplement des trous dans le sol, des gros trous dans le sol, qui étaient faits intentionnellement pour qu'ils se gorgent d'eau et pour que des animaux, donc les ovins, caprins et bovins, puissent aller s'abreuver tout seuls voilà, lorsque les plants étaient remplis. Donc, très, très bien, ça peut très bien s'imaginer. Après, il faut quand même prêter attention à plusieurs choses. Le grand point d'attention, déjà, c'est le choix de l'espèce. Ça ne fonctionne pas avec toutes les espèces d'élevage. Avec les vaches, c'est bon. Avec les moutons et les chèvres, les retours que j'ai eu des éleveurs là-dessus, c'est beaucoup plus mitigé. C'est souvent les ovins et caprins se retrouvent à se noyer dans les plans d'eau, surtout si les plans d'eau sont un peu profonds. Donc, c'est vraiment compliqué ces espèces-là. C'est pour ça que moi, je ne recommanderais pas, à moins qu'on soit sous la supervision de l'éleveur. De même pour les poules, c'est absolument pas adapté. La poule commune, hein, pas la poule d'eau, hein, mais la poule classique, la poule pondeuse ou le poulet, c'est absolument pas adapté puisque c'est des animaux qui vont aussi facilement se noyer. A contrario, dans les volailles, vous avez l'oie et le cygne dont c'est le biotope. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Et au contraire, le fait que ces animaux-là aient accès à un point d'eau, à un plan d'eau, c'est très important pour leur bien-être, pour leur alimentation en eau, bien sûr, mais aussi pour leur toilette, pour leur comportement prosociaux. Donc, c'est un vrai plus. Après, on rentre dans... Il y a quand même un point d'attention sur les volailles, donc encore une fois, canards et cygne, pas cygne, pardon, mais et oies en tête, c'est le fait qu'ils font leurs excréments dans l'eau, et donc il faut qu'on ait une certaine proportion entre le volume d'eau du plan d'eau et le nombre d'animaux que vous avez. L'idée étant qu'on ne soit pas surchargé, puisque derrière, ça va causer des problématiques de surcharge, d'eutrophisation du milieu aquatique, notamment en nitrate et en forme de phosphate, qui sont vraiment problématiques, qui posent des problématiques sanitaires pour les animaux déjà, puis qui après causent des engorgements du milieu aquatique, certains végétaux comme les lentilles d'eau par exemple. Voilà, donc prêtez attention à ce qu'on appelle la capacité de charge du plan d'eau. C'est pas évident de trouver dans la littérature agronomique des chiffres précis à ce niveau-là, mais d'après pour donner un ordre de grandeur de ceux que j'ai pu trouver, on est pour un signe de l'ordre au moins un demi-mètre cube d'eau par canard, et pour une oie au moins 1 mètre cube d'eau. Voilà. Je pense qu'on peut partir au moins sur ces ordres de grandeur-là. Alors, autre option, autre réflexion, l'irrigation, c'est souvent une interrogation aussi que j'entends, souvent un débat. Est-ce que c'est réellement adapté de penser une mare pour l'irrigation? Là, il y a clairement une grosse tension entre l'usage pour l'irrigation et le maintien de la biodiversité. Oui, c'est juste logique, hein. Si on est sur une mare, surtout sur une mare d'assez petite capacité, le fait d'aller piocher 10 mètres cubes dans une mare, ça risque assez fortement de la sécher et donc d'impacter très fortement la biodiversité que vous êtes pourtant forcé à créer dedans. Donc, il y a clairement une grosse tension entre ces deux objectifs. Après, ce n'est pas impossible. On pourrait très bien imaginer que dans une mare, vous définissez un niveau de remplissage, un niveau donné que vous marquez matériellement, que vous estimez suffisant pour la biodiversité. Et vous ne pompez que dans la mesure où vous êtes au-dessus de ce niveau-là et vous surveillez de façon à ne pas descendre en dessous de ce niveau. C'est une solution qui n'est pas incohérente. Par contre, c'est vrai qu'une mare riche en biodiversité, c'est-à-dire une mare dans laquelle il y a beaucoup d'êtres vivants qui circulent, une mare sur laquelle l'eau a beaucoup de ce qu'on appelle de turbidité, il y a des matières organiques en suspension. Et donc ça, vous voulez éviter normalement que ça soit aspiré et puis que ça se retrouve dans votre système d'irrigation. Donc ça voudra dire qu'au niveau de votre tuyau d'aspiration, il faudra déjà un tuyau d'aspiration d'un diamètre un peu conséquent, moi je pense au moins du 32 mm de diamètre, et d'avoir une crépine d'aspiration avec un voire plusieurs filtres. Qui vont permettre d'éviter que des sables, des matières organiques en suspension, des animaux, transitent derrière dans le système d'irrigation.
Et puis, le fait d'avoir une crépine d'aspiration avec les filtres, alors, le classique étant un filtre à sable qui est intégré, vissé sur la crépine d'aspiration, c'est aussi pour éviter d'avoir des éléments, surtout des sables, qui vont venir jusque dans la pompe, si on utilise une pompe, et qui risquent d'endommager la pompe, en tout cas sur le long terme, qui vont vraiment impacter le matériel. Et autre point, si on utilise pour l'irrigation, c'est la notion de crépine d'aspiration, avec un petit flotteur qui va permettre de faire en sorte qu'on aspire l'eau. Le standard, c'est à 10 cm en dessous du niveau de l'eau. Parce que c'est là où l'eau est la plus propre, il y a le moins de matière en suspension. Bon, pourquoi pas, mais voilà, il faut avoir en tête cette notion de tension et de régulation du niveau de prélèvement, ce qui n'est pas forcément toujours facile à organiser. Sinon, on peut finalement faire un peu plus simple et distinguer ce qui est d'une part de la mare, dans la question c'est vraiment la biodiversité, et que la biodiversité on ne va pas prélever, et d'autre part des plans d'eau, comme l'exemple ici, exemple, ça c'est une retenue collinaire chez un agriculteur, c'est un modèle très classique, qui sert vraiment spécifiquement, ils sont gérés et pensés pour l'irrigation. Et là, on peut vider quasiment la totalité du volume. Je dis quasiment la totalité, parce qu'il est quand même important de garder un petit fond pour maintenir plaquer la bâche, s'il y a une bâche d'étanchéité comme ici, plaquer la bâche en bas. C'est important. Parce qu'il faut savoir que si sur un terrain, si vous n'avez pas d'eau dans la bâche, ce qui risque de se passer, c'est quelque chose que j'ai déjà eu des retours de personnes qui ont vécu ça, c'est que vous avez l'eau souterraine, l'eau de la nappe phréatique qui remonte, qui vient sous la bâche, et vous vous retrouvez dans une situation très bizarre où vous avez votre bâche comme ça qui est à plat au niveau du sol, et vous avez par contre tout le volume que vous avez creusé qui est rempli d'eau en dessous. Là, bon, compliqué. Et il va falloir à ce moment-là prendre des pompes très puissantes pour aller sortir toute l'eau qui vient de la nappe phréatique et remettre la bâche. Enfin, c'est une galère. J'avance. Autre intérêt d'une mare, potentiellement, c'est quid de l'utilisation comme piscine. Pourquoi pas? Parce que je veux dire, une piscine naturelle, fondamentalement, c'est un peu le concept. C'est-à-dire que vous avez une partie baignade. On retrouve tous les grands concepts de la mare naturelle. Mais ce qu'on a en plus nécessairement pour qu'une piscine naturelle fonctionne correctement, c'est avoir un bassin de filtration qui va être joint, là où on ne va pas se baigner, qui va servir, c'est des principes de phytoépuration, c'est-à-dire que l'eau, il y a une circulation d'eau avec un système, avec une pompe, qui permet de mettre l'eau en circulation, de faire venir l'eau d'une partie du bassin donc de piscine dans des massifs filtrants, des massifs plantés, dans lesquels on va avoir une épuration des matières organiques, et après l'eau, une fois épurée, une fois traitée, elle est remise dans le bassin, donc on est en boucle, comme ça on est en boucle fermée. Pourquoi pas? Voilà, après, c'est une technicité un peu plus forte qu'une mare de base, je dirais, puisqu'il y a ce sujet d'avoir mis en place des bassins filtrants avec un système de pompage. Et pour donner un ordre de grandeur, il faut au moins le même volume pour le bassin de filtration que pour le bassin où on se baigne. Donc, faut avoir l'espace adapté pour ce genre de choses. Alors, quelques points sur la réglementation, une fois ce petit balayage des pourquoi on va faire la mare. Bon, je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus, ce n'est pas l'objet principal de ce webinaire, mais comme quelques points, c'est important, je pense que vous avez quelques points en tête. Et des points qui sont liés au droit d'urbanisme. Donc, je vous donne des pistes sur des choses qu'il va falloir investiguer. Déjà, qu'est-ce que nous dit le règlement sanitaire départemental, le RSD, il y en a un dans chaque département, qui traite de beaucoup de choses, le RSD, mais effectivement, qui peut apporter des précisions sur les plans d'eau, les cours d'eau faits par des particuliers, notamment tout ce qui va être règles d'éloignement par rapport à la voie publique, par rapport au voisinage, par rapport au bâtiment. C'est très courant qu'on ait des règles d'éloignement, notamment dans le RSD. Donc ça, il faut voir celui dans votre département. Il y a un point qu'on n'a pas, j'ai pas explicitement abordé, mais on parlait d'irrigation, mais il y a aussi une déclinaison qui est de servir d'un plan d'eau comme réserve pour incendie. Alors, bien sûr, on parle d'une situation extrême, on parle de solution de secours, là. Mais c'est pas... Bon,
je ne pense pas qu'une mare pour la biodiversité soit la solution la plus appropriée, mais si elle est d'une très grande taille, là, je pense plus qu'on ne parle plus vraiment d'une mare, on parle plus d'un grand bassin, voire d'un lac. Si elle est d'une très grande taille, ce n'est pas incohérent de la penser aussi comme réserve potentiellement de secours pour des incendies. Et pour ça, vous pouvez vous référer au règlement départemental. Celui-ci, c'est de défense secteur contre l'incendie, donc le règlement départemental DECI, qui, encore une fois, dans chaque département, définit les règles, grosso modo, pour que les bâtiments soient accessibles pour les services de secours et pour qu'il y ait suffisamment d'eau pour que les pompiers puissent faire leur travail en cas d'incendie. Ça peut être par des bornes d'incendie, ça peut être par le fait d'avoir une adduction d'eau, mais ça peut aussi être par le fait d'avoir, entre autres, un grand plan d'eau d'une capacité suffisante. Après, vous pouvez avoir des arrêtés locaux faits par la commune, l'intercommunalité, la préfecture, qui peuvent encadrer, restreindre ce qu'on peut faire en termes de création de plans d'eau localement, en tant que particulier. Ça va se renseigner auprès de la DDT ou auprès de la mairie de la commune. Et enfin, au niveau de l'urbanisme toujours, vous pouvez avoir une carte communale ou un plan local d'urbanisme sur la commune qui va me donner des indications qui vont encadrer, peut-être parfois limiter ce qu'on peut faire en termes de création de plans d'eau. À noter que si vous êtes sur des plans d'eau de très grande superficie, ça peut être soumis à permis d'aménager. Alors, je précise encore une fois, très grande superficie. Disons que sur un site classique, le permis d'aménager n'est nécessaire que si vous faites une excavation sur plus de 2 mètres de profondeur et sur plus de 2 hectares. Donc là, on ne parle plus de mare, on parle de lac. Autre petit point, toujours sur le volet réglementation, c'est attention à ne pas causer de troubles anormaux du voisinage. Alors, ça, ce n'est pas lié à des textes de loi, c'est lié à de la jurisprudence. C'est le fait que si un voisin prend ombrage, estime qu'il subit un préjudice, une forme de nuisance de votre part, parce que vous avez fait un plan d'eau, effectivement, il peut se plaindre et ça peut aller jusqu'au judiciaire. Donc, en tout cas, prêtez attention à ça. Alors, bon, je pense que déjà, tout ce qui relève simplement de la diplomatie, de la discussion, déjà, c'est la base. Et puis, puis de la concertation parfois avec les voisins, surtout sur des territoires qui sont assez denses, où les voisins sont proches. Et puis, voilà, prêtez attention à cette histoire-là, notamment, qu'est-ce qui pourrait être problématique. Souvent, les plaintes liées au plan d'eau, c'est quoi, concrètement? La part du voisinage. Moustiques. Donc, comment on va gérer la problématique moustique. Les coassements de grenouilles, c'est un peu plus compliqué parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les batraciens font beaucoup de bruit donc, sur des grandes distances. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à gérer ce point. Si les voisins ont ce genre de sensibilité. Trouble anormal du voisinage, ça peut être aussi si vous avez mal pensé la gestion du trop-plein de la mare. Ça arrive surtout sur des mares de petite capacité, qu'on ait des problématiques de surcharge, que ça s'écoule. Et donc, ça s'écoule chez le voisin. Aussi, de ne pas avoir une mare suffisamment consolidée, parfois, ça se dit qu'est un peu extrême, et un pan va s'effondrer. Après, on va un déversement d'une masse d'eau chez le voisin, évidemment, c'est le genre de choses à éviter et anticiper. Voilà, ce genre de choses, en tout cas, à réfléchir. Toujours au cas par cas, toujours sur les petits volets réglementaires, il y a des choses qui sont liées au droit de l'environnement. Alors là, ça rentre sur un domaine qui est vraiment complexe, je ne vais pas approfondir, mais c'est pour que vous ayez quelques idées. C'est globalement la logique de la réglementation, c'est si votre projet de plan d'eau peut avoir un impact sur un cours d'eau existant, un plan d'eau existant, ou encore sur une zone de protection de l'environnement, par exemple une zone de protection des captages pour de l'eau potable ou une zone Natura 2000, eh bien, ça va nécessairement être limité, encadré. Et il y a plusieurs organismes qui sont dans la boucle, plusieurs institutions qui sont dans la boucle, auxquelles on peut vous adresser, demander du conseil, de l'accompagnement. Entre la DDT, la Direction départementale des territoires, la DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'agriculture et du logement, et de l'Agence de l'eau. C'est autant d'institutions qui encadrent, réglementent, contrôlent ce genre de choses. On peut s'adresser en tant que porteur de projet, en tant que particulier. Et grosso modo, dans la réglementation, dans un projet donné, soit on n'est soumis à aucune procédure, sur des projets de petite ampleur qui ne sont pas dans des cas particuliers, dans des zones particulières, la plupart du temps c'est ça, mais dans certains cas, on est sur un régime pour la création de plans d'eau, un régime de déclaration en amont auprès de l'administration, et dans les cas, des cas de grande superficie de plans d'eau ou sur des cas qui sont liés, encore une fois, à un impact important sur un cours d'eau, un plan d'eau ou une zone de protection de l'environnement, ça peut être même un régime d'autorisation préalable.
j'approfondis pas plus, mais c'est important, je pense que vous ayez ça en tête. Alors, on revient sur du très terrain avec la réalisation, les étapes pratiques. Petit schéma, voilà, qui vient d'un design que j'ai pu faire, sur lequel il y a plusieurs idées, voilà, qui illustrent comment une mare va être structurée. Première idée, c'est le fait d'avoir plusieurs strates de profondeur, plusieurs niveaux de profondeur. Puisque à chaque niveau de profondeur va être lissé finalement une sorte de petit biotope, et le fait de multiplier les strates de profondeur, ça va permettre justement de multiplier les biotopes et donc de multiplier la biodiversité. Fondamentalement, il y a déjà ça. Aussi, le fait d'avoir plusieurs paliers, ça joue aussi un rôle structurel. Ça permet de largement prévenir les problématiques de d'effondrement des berges qu'il peut y avoir si vous êtes sur des berges extrêmement abruptes, brutes de décoffrage, comme ça, depuis le niveau naturel du sol jusqu'au fond du bassin, comme ça, c'est juste un trou bête et méchant. Il peut y avoir des problématiques de stabilité, comme ça, des bords de berge, donc ça aussi, il y a cet aspect structure. Après, au niveau des strates, vous avez... Finalement, c'est une forme d'ailleurs de parallèle avec le jardin-forêt, où on voit tout un ensemble de strates depuis les couvre-sols jusqu'aux très plus grands arbres. Là aussi, on va trouver plusieurs strates. Vous avez les plantes qui sont émergées, qui sont sur les bords, elles ne sont pas dans l'eau en tant que telles. Vous avez après les plantes immergées, et on va voir différentes strates. Alors, les classiques, c'est comme ici, hein, on a 5 cm de profondeur, voilà, 15, 30, 50. Et 50, c'est déjà largement suffisant pour la biodiversité, et la plupart des régions, c'est largement suffisant aussi pour que les poissons, la vie marine, puissent se réfugier au fond au plus dur de la période hivernale, une partie qui reste tout le temps hors gel. Après, ça, c'est un design qui a été fait, j'ai fait en Loire-Atlantique. Si vous êtes sur un climat plus froid que le climat océanique que j'ai dans mon département, vous êtes sur un climat continental, beaucoup plus rude. Pourquoi on peut partir sur une profondeur, un cœur de bassin encore plus profond. Le plus profond que j'ai pu voir, donc pour l'hibernation des poissons et autres animaux marins, c'est 80 cm de profondeur. Voilà. Donc là, même sur un climat très rude, vous êtes sécure sur le fait d'avoir que les animaux puissent se réfugier au plus fort de la période hivernale. Autre petit point, c'est quand même, attention, faire attention qu'on ait une certaine pente, vous voyez. Cette pente ne soit pas trop abrupte, voilà. De l'ordre de au moins 20 cm, comme ici, entre des paliers qui font des différences de niveau de 15 cm, là en l'occurrence, entre le 15 et le 30 cm de profondeur. Autre aspect qu'on trouve illustré là-dedans, c'est le fait d'avoir des pentes douces sur le bord de la mare, pour que, si on a des animaux d'élevage qui veulent s'abreuver, évidemment, il faut qu'on soit sur la pente douce, mais de façon plus générale aussi pour que la biodiversité puisse transiter de l'intérieur de la mare vers l'extérieur de la mare pour les espèces amphibies, pour que les espèces terrestres puissent aller s'abreuver au bord de la mare. Voilà, la notion de pente douce est aussi importante. Et puis aussi le fait d'avoir de la plantation. Alors, on va voir la végétalisation après, mais fondamentalement, le fait d'avoir de la plantation au minimum sur tout le pourtour de la mare, c'est indispensable pour beaucoup de choses. Ça limite un peu l'évapotranspiration de la mare, ça permet de stabiliser les berges, ça permet d'accueillir bien sûr la biodiversité, ça va permettre de créer de la biomasse, de créer de la nourriture pour les animaux. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui sont liés au minimum avec la végétalisation, on va dire, périphérique. Hop. Alors, on arrive sur un grand sujet, un grand débat, c'est l'imperméabilisation. Est-ce que c'est nécessaire, au fond, d'une mare d'imperméabiliser? Est-ce qu'on n'imperméabilise pas? Et si on imperméabilise, avec quoi? Voilà. Alors, essayons d'y voir un peu plus clair. Sur un site donné, il va être important d'observer l'état du sol, déjà pour pouvoir savoir s'il est plus ou moins perméable. S'il est très peu perméable, eh bien, sans doute qu'il sera possible d'imperméabiliser la mare uniquement une fois le trou creusé, en tassant le sol, comme on va voir juste après. Il y a des cas, c'était plutôt rare, mais ça arrive, où effectivement c'est possible. Et dans tous les cas, avoir du niveau de perméabilité va nous aider à voir quelle est la solution pertinente.
Alors, plusieurs petites tests d'observation de terrain très simples que l'on peut faire. Première observation, c'est via le test du bocal. Il existe beaucoup de tutos sur Internet qui expliquent ça très bien. Je vous en mettrai un lien sous la vidéo. Qui permet de connaître ce qu'on appelle la texture du sol, donc la répartition entre les sables, les limons et les argiles dans un sol donné. Globalement, plus votre sol va avoir une proportion d'argile importante, effectivement, en général, c'est pas systématiquement, mais souvent, il va être de plus en plus imperméable, plus on a une concentration d'argile importante. Mais ce n'est pas le seul facteur qui joue, loin de là, mais au moins c'est déjà un premier élément. Autre chose, c'est donc faire un test de niveau donc, de perméabilité du sol. Combien de millimètres à l'heure votre sol peut absorber? Je considère qu'un sol est très peu perméable si on est en dessous de 30 millimètres à l'heure en termes de capacité d'absorption. Donc, comment faire ça? C'est très simple, on va prendre un tuyau, n'importe quel tuyau peut faire l'affaire. Vaut mieux quelque chose d'un diamètre quand même assez large, ça sera plus pratique à l'usage. Par exemple, un diamètre 10 cm, quelque chose qui est un diamètre très classique en plomberie. Mettre ce petit tuyau sur le sol, alors un sol nu, sans végétation, voilà, on le stabilise avec ce qu'on a sous la main. Et puis, avec l'aide d'une règle qu'on va mettre à l'intérieur, et bien pouvoir mesurer un niveau d'eau. Alors, une façon très simple de faire, c'est-à-dire qu'on va remplir jusqu'à 10 cm d'eau dans notre tuyau, et on va laisser ça pendant 1 heure. Et on va voir quel va être le niveau d'abaissement du niveau d'eau donc au bout d'1 heure. Donc si voilà, on a par exemple 10 cm au démarrage et on mesure après, à la fin, on nous reste 6,5 cm, bien, donc on a 3,5 cm, soit 35 mm à l'heure de capacité d'absorption au niveau de notre sol. Petit détail technique, mais quand même pratique, c'est éviter de faire cette observation alors que le tuyau est explosé au plein soleil, puisque non seulement dans ce cas-là, on va perdre de l'eau par infiltration dans le sol, mais aussi évidemment par évaporation. Donc, soit vous le faites dans un endroit qui est à l'ombre, ou vous trouvez une façon quelconque pour créer de l'ombre, parce que sinon ça crée un biais non négligeable. Et enfin, autre petit test qu'on peut faire maison, très simple, c'est creuser sur 2 fois la profondeur d'un fer de bêche, donc sur 60 cm de profondeur. Juste un carré qui fasse dont le côté c'est la largeur du fer de bêche précisément. Et une fois que ce trou est fait, alors bien déjà, ça va être intéressant de voir si on bute ou pas sur une roche-mère. Il y a des situations comme dans mon jardin par exemple, où la roche-mère est clairement à moins de 60 cm de la surface. Donc déjà, ça permet de voir un peu le niveau de profondeur de la roche-mère. Est-ce qu'on peut creuser concrètement jusqu'à cette profondeur-là? Et puis, une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir remplir tout bêtement tout ça d'eau jusqu'à ras-bord. Jusqu'au niveau du sol, et c'est la même idée que précédemment, c'est-à-dire qu'on va voir ce qui se passe. On va voir quel est le niveau d'abaissement au fur et à mesure du temps, au bout d'1 heure, au bout d'une demi-journée, au bout d'une journée. Est-ce que ça bouge pas du tout? Est-ce que ça se vide complètement? Est-ce que ça va se vider mais jusqu'à un certain niveau, après ça reste stable à ce niveau-là? Voilà. C'est autant d'éléments qui vont permettre d'y voir plus clair. Alors, dans l'observation aussi, la topographie du site joue. Votre observation, ça va être la question des courbes de niveau, est-ce qu'on a des creux de terrain, ou observer aussi pendant un épisode pluvieux par où circulent les eaux. Assez logiquement, on va aller mettre des plans d'eau, on va aller dans le sens de la facilité, et puis de faire avec l'existant. Donc, dans des creux de terrain, dans des endroits où les eaux pluviales ont tendance à se concentrer. Après, pourquoi pas, c'est une option, c'est un peu coûteux, mais c'est une option. C'est faire appel à des bureaux d'études techniques pour faire une étude hydrogéologique, pour pouvoir avoir une analyse très fine de tous ces éléments, perméabilité du sol, texture, niveau de nappe phréatique, etc. C'est pas une étude hydrogéologique, on n'est pas sur les tarifs réglementés, il n'y a pas de standard réellement en France. Ça dépend surtout de la taille du terrain sur lequel on doit faire l'étude. C'est surtout ça le gros facteur dans le prix. Si vous ne savez pas, écoutez, rien n'empêche de demander des devis et déjà des bureaux d'études techniques à proximité si ça vous intéresse.
Ce qui peut vous aider, une ressource qui peut vous aider, une ressource gratuite, ça va être les nombreuses couches cartographiques qu'on va trouver sur le site Géoportail, géoportail.gouv.fr. Et il y a énormément de ressources, vraiment c'est très, très précieux comme base de données en ligne. Et entre autres, on va trouver les plans IGN qui vont déjà permettre d'avoir une idée des courbes de niveau, de la topographie à grande échelle. Voilà. Déjà pour un peu dégrossir, pour avoir une idée déjà de base. Et puis c'est très utile pour ça, vous faites simplement une capture d'écran et ça peut déjà être intéressant pour servir de carte de base pour derrière faire des observations sur un site. Alors, tout ça, c'est l'observation. Bon, une fois posé tout ça, en tirant les conséquences de l'observation, quelles sont les techniques possibles? Voilà. Alors, il y a la solution, si encore une fois on a la chance d'avoir un sol dans les profondeurs du sol où on va creuser, donc vous en avez vu au plus profond, vers 50, voire 80 dans les climats les plus rudes, au niveau, en tout cas le plus profond on creuse, et bien d'avoir un sol qui est effectivement très peu perméable. Dans ce cas-là, on peut simplement utiliser une méthode très ancienne où en groupe, on va piétiner le sol, ça fait l'occasion d'un bon chantier participatif, et pourquoi pas l'occasion de danser ensemble, ou encore faire appel aux animaux. Ça se faisait beaucoup aussi dans la paysannerie, c'est-à-dire qu'on creuse, on va, une fois creusé tout de suite, on va faire venir un troupeau de façon assez dense sur le site, avec du foin, avec de la litière. Souvent, c'est souvent des moutons de fait qui sont utilisés pour ça, et sont assez dociles, et puis qu'on va pouvoir... ils sont, comment dire, voilà, ils tassent très fortement le sol avec leurs ongles. Et donc, on va les garder quelques temps, un petit temps, mais pour qu'ils restent là, et ils piétinent le sol très fortement pour compacter le sol. Alors, l'objectif derrière étant d'avoir au moins 30 mm une couche très imperméabilisante. La plupart voilà, une couche normalement qui va être très riche en argile, au moins 30-40% d'argile. Donc, bon, évidemment, c'est pas dans toutes les situations, on a la chance d'avoir ce genre de situation. Alors, par contre, bâche, PVC, non. Non, pour moi, c'est absolument pas cohérent avec le fait de faire une mare écologique. Je n'irai pas là-dedans. Bon, d'une part, parce qu'on est sur l'utilisation de produits qui viennent de la pétrochimie, et d'autre part, parce que ça ne dure pas assez longtemps. C'est trop fragile. Surtout les parties exposées au plein soleil, les parties extérieures qu'on voit ici, ça ne dure pas très longtemps. Alors bon, ça dépend des niveaux d'épaisseur, les niveaux de qualité du PVC que vous utilisez, mais ça s'effiloche entre 5 et 15 ans en pratique. C'est pas assez durable pour moi, c'est pas cohérent, et puis derrière, comme ça s'effiloche, ça retrouve à mettre des microplastiques dans tout l'environnement autour. C'est pas cohérent. Par contre, autre solution, c'est les bassins hors sol. Là aussi, ça pose question en termes de cohérence écologique parce qu'il faut fatalement créer un minimum de maçonnerie tout autour avec tout le coût écologique qui est lié. Puis on est sur des choses assez petites la plupart du temps, donc comme ici, donc ça nécessite derrière un système de pompage, un système de filtration, donc une alimentation électrique. Donc un système vraiment complexe, assez peu résilient, même pas du tout résilient. Donc, bon, je suis assez peu convaincu par ce genre de solution, à moins qu'on soit sur une situation complètement hors sol, vous êtes en ville, il n'y a pas de sol, pourquoi pas, mais je suis quand même assez sceptique sur la cohérence écologique de la chose. Et puis même si on est en ville, peut-être qu'on peut avoir un espace en collectivisant un foncier, faire appel à trouver du foncier public accessible, désartificialiser, enlever du goudron sur là où il y en a. Enfin voilà, il y a peut-être d'autres solutions, même dans des espaces complètement artificialisés. Bon. Vous l'aurez compris, moi je ne suis pas particulièrement avocat de ce genre de solution. Autre possibilité, là je trouve déjà un peu plus cohérente, c'est sur un site, une fois excavé, faire de l'apport d'argile. Alors, sachant que c'est plus certains types d'argile que d'autres qui vont faire l'affaire, ce qu'on va chercher, c'est des argiles très gonflantes qui vont vraiment avoir un effet imperméabilisant. Notamment, c'est la montmorillonite est beaucoup utilisée pour faire de l'imperméabilisation. Bon, voilà. Sachant que pour faire ce job-là, il faut encore une fois qu'on ait au moins 30 cm, c'est beaucoup, c'est-à-dire au moins 300 litres par mètre carré. On est sur souvent une densité autour de 1,4 tonnes par mètre cube avec l'argile, donc ça nous fait 420 kg par mètre carré, ça fait beaucoup. Sur un petit bassin, pourquoi pas, mais vous comprenez vite que dès qu'on commence à avoir des bassins de quelques dizaines de mètres carrés, voire plus, ça va vite faire
extrêmement lourd et conséquent en termes de volume. À la rigueur, si on en dispose de la ressource argile sur site, pourquoi pas, mais quand on commence à rentrer dans une solution où il va falloir faire venir de l'argile depuis l'extérieur, depuis des sites d'extraction qui vont faire des centaines de kilomètres pour arriver sur notre site, là, ça commence déjà à coûter très cher, déjà, et puis je trouve que ça commence à devenir plus du tout cohérent au niveau écologique. Donc, encore une fois, pourquoi pas, mais il faut savoir que c'est très physique, c'est très lourd, il faut, comme déjà donner ce genre de grandeur, 300 litres par mètre carré, soit 420 kilos, et je pense que c'est cohérent en termes écologiques que si on a la ressource vraiment, vraiment à proximité, quoi. Après, autre option, et qui finalement est un peu l'option passe-partout, c'est la bâche en EPDM. Le PDM étant une forme de caoutchouc synthétique. Alors, pourquoi c'est plutôt cohérent? Il y a une énergie grise qui est propre, qui est une émission de gaz à effet de serre qui sont liées à la production de ça. C'est à prendre dans la réflexion. Par contre, on est sur une durée de vie qui est très longue, au moins demi-siècle, au moins 50 ans. C'est déjà important. Et au jour d'aujourd'hui, on a des filières de recyclage en plus de l'EPDM qui sont fonctionnelles en France. Il y a des points de dépôt pour ça. On sait le recycler. Et une partie de l'offre de l'EPDM, des bâches de l'EPDM sur le marché, en plus, ça commence à arriver des bâches de l'EPDM qui viennent de leur recyclage de l'EPDM déjà existant. Donc, ça commence à devenir cohérent. On est sur un matériau qui est très costaud, qui dure au moins un demi-siècle de durée de vie. Après, il commence à y avoir de la micro-fissuration qui fait que ça perd, alors pas très brutalement, mais au fur et à mesure des années, ça perd de plus en plus ses capacités. Et puis, comme je dis, c'est une solution un peu de passe-partout dans la mesure où on ne peut pas juste profiter d'un sol trop peu imperméabilisé sur site ou juste à proximité du site. C'est pour ça que c'est vrai que c'est très, très utilisé. Alors, je vais un peu resituer d'ailleurs les étapes à ce niveau-là, pour cette technique-là. On va faire l'excavation. Une fois l'excavation réalisée, on va non pas mettre le PDM tel quel, mais on va mettre un feutre géotextile, puisque le fait de mettre la bâche directement sur le sol, ça expose la bâche à des micro-percements, des micro-fissurations par des sables ou des petits cailloux, même très petits, sur lesquels la bâche, surtout avec tout le poids de l'eau, les tonnes de l'eau, va presser sur la bâche. Et donc, si on a même des très petites aspérités comme ça, des très petits cailloux, ça va impacter la bâche. Donc, si on veut vraiment avoir ce demi-siècle de durée de vie, oui, effectivement, on va mettre du géotextile dessous. Et on va après tendre le PDM dessus, en cherchant vraiment à coller au mieux au dessin du trou, quitte à mettre des poids, alors avec pas des matériaux très contendants, des choses très, très rondes pour pas abîmer la bâche. Mais effectivement, ça peut vraiment aider de mettre des poids pour caler, surtout dans des coins, des angles, des points particuliers. Et après, on va faire la mise en eau. Alors, petites images. Définir, une fois qu'on a fait toute la conception, on va tracer le contour extérieur. Puis là, on peut utiliser des niveaux à bulles dans les magasins de bricolage pour s'assurer qu'on soit 2 niveaux pour chaque strate et décaisser comme ça les choses progressivement jusqu'à arriver au niveau final qu'on voit en bas à droite. Une fois le creusement réalisé, on va mettre le feutre géotextile en une ou plusieurs bandes adaptées. Et puis, on va mettre l'autre bâche en EPDM. Alors, vraiment, dans la mesure du possible, il faut essayer avoir une bâche. Une bâche, c'est pas non plus... Parce que, par ailleurs, il est aussi possible d'avoir pour une même mare plusieurs rouleaux de PDM. Mais c'est vraiment... il faut l'éviter dans la mesure du possible. Parce que du coup, pour qu'on ait une bonne imperméabilisation, il faut assurer une bonne jonction entre les rouleaux de PDM, ce qui se fait par des cols, ce qui déjà n'est pas extraordinaire en termes de cohérence écologique, puis il faut vraiment le faire de façon très précise, très professionnelle, pour que l'imperméabilisation soit là, quoi. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple et je trouve cohérent, si c'est faisable, bien sûr, d'utiliser un seul morceau, une seule pièce de PDM au-dessus du feu de géotextile. Le feu de géotextile, lui, peut être en plusieurs pièces, il n'y a pas de problématique là-dessus. Et puis, bien caler le bord
on va dire, le plus superficiel de la mare, avec de la terre, avec des rochers, les éléments qui vont faire masse. Donc, c'est important de bien préciser qu'une fois qu'on a mis la mare, c'est important d'amener l'eau le plus rapidement possible, hein, j'insiste là-dessus, pour éviter qu'on ait des remontées d'eau depuis la nappe phréatique qui vont être très, très, très compliquées à gérer, comme je l'ai déjà dit. Et ça, soit on a stocké de l'eau, on va faire transvaser là-dedans, ou simplement on se trouve une façon pour amener l'eau du réseau pour remplir la mare. Puis après, on arrive sur les phases de végétalisation. Alors, j'avance. La végétalisation, justement. Alors, ce qui me semble indispensable, notamment sur des mares de relativement petite taille. Donc, quand je dis relativement petite taille, c'est dans un ordre de grandeur, quand tu es en dessous de 100 mètres carrés, hein, c'est ça pour moi. Je trouve indispensable d'avoir des plantes oxygénantes qui vont permettre d'éviter qu'on ait une eutrophisation du milieu aquatique, qui vont permettre d'apporter de l'oxygène qui est nécessaire pour beaucoup d'organismes. Les espèces moi, que j'ai utilisées jusque-là dans mes designs, c'était celle-là, la cornifle nageant, la grenouillette, le potamo crépus. Ils sont assez classiques, hein, c'est assez simple de s'en procurer en pépinière. Ils sont très rustiques, simples, qui ne sont pas non plus envahissantes, parce que c'est ça qui est problématique avec certaines plantes oxygénantes, parfois même vendues en jardinerie, c'est qu'elles ont vite tendance à être très envahissantes, comme le myriophylle par exemple. Donc, c'est pourquoi pas, mais ça peut être problématique. Et dans tous les cas, ça va être un peu contraignant. Donc, autant simplifier la vie et aller des choses qui n'ont pas ce genre de problématique. Et donc ça va être mis dans le pourtour de la mare, sur la strate un peu basse, 15 cm de profondeur. Si vous êtes sur des berges très nues, c'est aussi important d'avoir des plantes qui vont jouer un rôle de stabilisation de ces berges, parce qu'elles vont s'ancrer, elles sont rustiques, elles vont vite s'implanter, c'est des plantes pionnières. Stabiliser les berges, les ancrer. Voilà. On est là pour les espèces que je conseillerais, vous avez la liste. Et notez que pour les plantes aquatiques, si on démarre sur de la bâche en APDM, il n'y a pas de sol. Donc, pour que les plantes puissent s'implanter, celles qui ont un système racinaire dans un sol, eh bien, on va utiliser des paniers. Alors, bon, tout ce que j'ai pu toujours voir, c'est les fournisseurs, c'est toujours des paniers plastiques. Mais maintenant, on a quand même des paniers plastiques en plastique recyclé, c'est déjà ça. Puis, c'est des choses qui, si vous les mettez en œuvre correctement, vont durer des décennies dans l'eau. Et donc, comment concrètement ça se passe? C'est-à-dire qu'on va remplir ce panier en question avec un terreau pour plantes aquatiques, c'est un terreau un peu spécifique, et c'est effectivement là-dedans qu'on va planter, puis après, on va mettre ça dans l'eau. Alors, notez que si vous avez des poissons, c'est bienvenu de mettre non seulement sur le terreau pour plantes aquatiques, au-dessus, mettre une sorte de mulch. Un mulch un peu particulier, c'est un mulch, c'est de la pouzzolane, de la roche volcanique. Voilà. Ça va permettre d'éviter que c'est assez abrasif pour les poissons lorsqu'ils viennent s'y frotter. Et donc, ça permet d'éviter que les poissons aient fouillé là-dedans et se retrouvent à éjecter tout votre terreau en dehors de votre panier. Alors, bon, des plantes immergées à 15 cm, voilà, le panel potentiel est immense, hein, mais il y a des plantes que j'aime bien parce que je trouve assez esthétiques, le morondeau, la pontedérie blanche, le skirpe zébré. Après, pour ce qui est des plantes émergées en bordure immédiate des plans d'eau, là aussi, le champ des possibles est très, très, très vaste. Personnellement, c'est de trois espèces que j'ai dans le top de ce que je préfère. Ça va être la grande prêle, qui est déjà très esthétique et en plus très graphique, avec une prêle très, très droite avec ce dessin zébré, en fait, une coloris zébrée. Et puis, ça va permettre, une fois que vous en avez suffisamment, de pouvoir faire des décoctions de prêle. C'est un des grands classiques des préparations naturelles au jardin. Donc, il y a ça, cet aspect-là aussi. Et puis, pour l'aspect esthétique, l'hibiscus des marais, l'orchidée japonaise, qui sont en plus des belles plantes mellifères, en plus de l'aspect ornemental. Après, vous avez également des légumes et des fruits, je dirais, de berges qui sont adaptés sur des sols assez gorgés en eau. La canneberge, le céleri, le chervil, le cresson lénois, le noisetier. Le noisetier, un des rares, très très rares arbres fruitiers qui vont se développer réellement dans un sol engorgé en eau. Et puis, je pense que après, sur un stade moins engorgé en eau, qui est proche d'un plan d'eau, mais qui n'est pas vraiment les pieds dans l'eau, qui profite d'un sol comme ça, qui est un peu humide, et d'un environnement où l'atmosphère est aussi assez chargée en eau.
On va trouver l'aziminier, toute la gamme des choux, les poireaux, la tomate également, qui est une plante de berge, initialement dans son biotope naturel. Également la vigne, pareil, idem, dans son biotope sauvage, c'est aussi une plante de berge. Alors, d'autres plantes qui peuvent avoir des utilisations utilitaires, les aulnes, bambou, bouleau, consoude, qui sert à faire notamment les extraits fermentés de consoude, les joncs, les saules qui peuvent servir pour faire de la vannerie, le miscanthus qui se développe de plus en plus, qui est plante vivace, qui va permettre de faire énormément de biomasse, pousser jusqu'à 3 mètres de hauteur, qui va pouvoir recéper, couper en bas, au moins une fois par an. Générer une biomasse considérable. Alors, entre autres, ça peut servir pour mulcher généreusement toutes ces plantations derrière. Et puis les bambous, là aussi, c'est un petit, une fois que je veux dire les cannes de bambou, c'est un petit très très pratique au jardinage comme tuteur et aussi pour faire du bricolage. Alors après, par précaution, disons qu'on peut plutôt partir sur des bambous non traçants pour éviter d'être envahi, éviter d'avoir à faire des barrières pour contrer le développement des rhizomes. Il existe toute une gamme de bambous non traçants, notamment dans le genre des Fargesia, qui donc sont assez simples à mettre en neutre, qui sont donc beaucoup moins contraignants que la plupart des autres bambous, qui sont eux des bambous traçants. Alors, quelques points sur les poissons maintenant. Alors, je dirais que déjà, il y a un problème de taille, parce que le fait d'accueillir ou pas des poissons, en fait, ce débat n'est pas du tout le même selon qu'on soit sur vraiment une mare, quelque chose d'assez petit, ou on soit plutôt sur un bassin, voire un lac. Le contexte, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Et finalement, le fait d'introduire du poisson, c'est beaucoup plus simple et je trouve beaucoup plus cohérent dès qu'on commence à avoir de la place et qu'on commence à avoir au moins de l'ordre de 100 mètres carrés d'étendue de plan d'eau. Parce que vous avez plusieurs problématiques en fait, à penser quand si vous voulez accueillir du poisson, c'est déjà sur la population de démarrage, quelles espèces vous allez mettre, il y a un vaste panel de potentiel. Espèces, grosso modo, vous avez des espèces qui sont à dominante végétarienne, d'autres à dominante carnivore. Comment vous allez gérer ça, quel nombre d'individus, et il y a toujours un ratio à avoir entre le nombre d'individus, et pour un individu d'une espèce donnée, il y a un nombre minimum de mètres cubes nécessaires dans un plan d'eau. Bon, disons que sur des espèces, par exemple, je pense à la carpe, je prends l'exemple de la carpe qui est souvent utilisée comme poisson dans les bassins, dans les mares. Eh bien, on est sur au moins 2,5 mètres cubes par carpe. Donc, c'est un animal qui a besoin d'énormément d'eau parce qu'il a tendance à beaucoup créer de turbidité dans l'eau, sinon, il y a des problèmes de trophisation, etc. Donc, voilà. Après, c'est à voir au cas par cas et se renseigner au cas par cas sur l'espèce, avoir ce point d'attention sur quel est le nombre minimum de mètres cubes d'eau nécessaire par individu selon l'espèce. Finalement, voir aussi quels sont les rôles, les fonctions, les limites propres à chaque espèce. Il faudra prêter attention à la notion d'eutrophisation. Encore une fois, c'est beaucoup plus prégnant sur des petits plans d'eau, sur des mares. On peut vite se retrouver dépassé par les déjections de poissons dans l'eau qui vont beaucoup le charger en azote et en phosphore notamment. Ça se régule, mais c'est un point d'attention à avoir. Est-ce que l'alimentation est amenée? Encore là, c'est à voir. C'est en fonction du niveau de population, en termes de niveau d'espèces. Si vous êtes ce qui est sûr, c'est que si vous êtes sur des espèces qui sont carnivores, du moins dominantes carnivores, l'alimentation est vraiment quasiment toujours nécessaire, surtout si c'est de l'espèce qui sert pour de la production. Oui, le fait est que c'est nécessaire de les alimenter pour assurer une bonne croissance et pour éviter, s'il y a des espèces non carnivores, qu'elles se fassent totalement décimer. Donc, s'il y a cette complexité derrière là à gérer, et puis il peut y avoir des problématiques de surpopulation. Et là, ça dépend du niveau, mais c'est pareil, encore une fois, c'est à voir au cas par cas, puisque selon les espèces sont plus ou moins prolifiques. Alors, une fois qu'on a donné ces quelques généralités, disons que ce qui se pose vite, dès qu'on est sur un niveau mare, donc de l'ordre en dessous de 200 mètres carrés, c'est finalement la nécessité d'avoir un système à la fois de filtration et de pompage, qui va prendre, aspirer l'eau à un point de la mare, un niveau assez superficiel de la mare, parce que c'est souvent là où on a le plus de turbidité, le plus d'éléments en suspension, donc une strate peu profonde.
et ça va l'aspirer. Alors après, il y a toutes sortes de modèles de commerce. Voilà, ça c'est un exemple très classique, un système intégré qui va à la fois faire aspiration, pompe, filtre mécanique qu'il va falloir ensuite nettoyer régulièrement. Puis après, vous avez des systèmes un peu plus perfectionnés où non seulement des systèmes de pompe, tuyaux d'aspiration, mais derrière, ça va passer par des bassins tampons qui vont jouer un rôle non seulement de filtration, mais aussi d'épuration de l'eau, puisqu'ils vont avoir souvent des formes de mousse en matière plastique, qui vont être présentes et dans lesquelles les micro-organismes peuvent se multiplier et derrière dégrader les polluants organiques qui peuvent être présents dans l'eau. Ah, bon. Mais ça reboucle toujours sur la question de est-ce que on estime, chacun de voir, mais est-ce qu'on estime que mettre en place un système de filtration et de pompage, c'est réellement cohérent au niveau écologique? À débattre. Moi je pense qu'on peut s'en passer. Je veux dire, enfin, je trouve pas, personnellement, je trouve pas ça très cohérent. Et si on veut avoir du poisson, notamment pour les poissons pour de l'élevage, je pense que si on veut être cohérent dans la logique permaculturelle, il va falloir être sur des formes de bassins, il faut voir des formes de lacs, être sur des volumes beaucoup plus élevés, où là, pour le coup, effectivement, surtout si on a beaucoup de plantes oxygénantes, beaucoup de végétation au-delà de ça, eh bien, il y a naturellement une oxygénation largement suffisante du bassin. Il n'y a pas besoin d'avoir des systèmes de filtration, de pompage, et ainsi de suite. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que sur un plan d'eau nu que vous venez de créer, de façon spontanée, vous aurez, à un moment donné, vont arriver, parfois même assez vite, des poissons. Alors que vous n'en avez pas introduit, c'est assez étonnant, mais c'est courant qu'ils arrivent porter leurs œufs de poissons, arrivent portés sous les pattes des oiseaux, notamment des oiseaux migrateurs. Voilà, donc on se trouve parfois dans cette situation, avoir ça, c'est assez étonnant, et avoir en plein milieu de terre, alors qu'on n'a aucun plan d'eau à proximité, avoir du poisson qui commence à arriver, eh bien c'est lié en général à ça. Donc, j'ai envie de dire que si on est toujours dans la logique biodiversité et cohérence écologique, pour des petits niveaux de mare, quelques mètres carrés ou quelques dizaines de mètres carrés, moi, je suis partisan de simplement une arrivée spontanée de population de poissons. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Après, si vous introduisez du poisson, assez logiquement, et encore une fois, dans des cas de mare, donc sur une sorte de grandeur assez petit, pour moi, c'est plutôt logique d'aller sur des espèces qui sont déjà végétariennes, pas carnivores, et qui vont jouer un rôle de régulation, alors notamment de régulation des algues, des lentilles d'eau, des algues dans l'eau, sur l'eau, aux profondeurs de l'eau. Et c'est qui peuvent jouer aussi des espèces qui parfois ont un régime omnivore dans le sens où en plus elles peuvent réguler les moustiques. Moustiques qui en général sont déjà bien régulés par les batraciens en règle générale. Donc là, en tout cas moi personnellement, je recommanderais les carpes herbivores, le gardon, l'hydre mélanote et le goujon. À noter que carpe herbivore, gardon et hydre mélanote, c'est quand même des poissons qui prennent une taille adulte quand même assez conséquente. Donc c'est plus adapté dès lors qu'on rentre sur une ordre de grandeur de quelques dizaines de mètres carrés. Le goujon, lui, est très petit, donc il peut très bien aller sur des très petites mares. Petit exemple de design, un petit schéma tout simple pour repréciser la conception. Encore une fois, une toute petite mare ici, 2 mètres par 5, ce qui, je trouve, est un peu le minimum pour avoir un système, un biotope suffisant pour qu'on puisse avoir de l'autorégulation des espèces, pour qu'on puisse avoir une biodiversité suffisante, qu'on évite qu'on ait une problématique d'eutrophisation trop forte. Alors, je vais vous partager d'ailleurs une autre fenêtre. Ah oui, merci. Alors, un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, donc un design en cours. Par exemple, là, on avait l'espace verger-potager situé ici. Et puis, la mare qui est située immédiatement à proximité. Il y a une mare qui est positionnée là. C'est assez logique. Hein, on veut
Ici, pour avoir une mare positionnée de façon à ce que les auxiliaires de culture, pour reparler d'eux, les batraciens, hein, etc., puissent être juste à côté et puissent aller explorer l'espace. Et ça, évidemment, plus l'espace à côté est riche en végétation, plusieurs strates végétatives. Ici, c'est entre autres notamment donc, le verger potager entre les haies fruitières multi-étagées et puis les planches de culture potagères. Eh bien, le fait en plus d'avoir cette richesse-là, ce niveau de strates, le fait que l'ombrage, les endroits peuvent se cacher, ils peuvent se déplacer, bref, que la vie puisse circuler, que ce soit juste du rase, mais qu'on ait vraiment de l'habitat pour la biodiversité, voilà, ça va, effectivement, ça va largement contribuer à la régulation des ravageurs, même si c'est jamais miraculeux, mais ça joue quand même un rôle important. Hop, je reviens sur la... Hop, je reviens sur la présentation. Hop là. Hop là. Alors, quelques petits points de ressources pour terminer, puis après on enchaîne sur temps d'échange. Si le sujet des plantes aquatiques vous intéresse, il y a un excellent ouvrage Plantes aquatiques et terrains humides d'Éric Lenoir aux éditions Ulmer. C'est très complet, toute la gamme des possibles. Voilà, puis dans les formations présentielles que je propose, notamment les initiations à la permaculture, je traite la question, entre autres, des systèmes aquatiques pour les jardins, etc., mais aussi dans les systèmes agricoles. Notez que j'ai mis en place une plateforme de formation en ligne maintenant sur la plateforme Podia, c'est assez récent. Il y a beaucoup de formations disponibles à la demande sur beaucoup de thématiques, entre autres sur le jardinage. J'y parle des systèmes hydriques, tout ce genre de choses, potager, le verger, jardin-forêt, etc. Alors là, on sort un peu, mais c'est toujours sur le volet réglementaire. Si vous voulez creuser, il y a des aspects liés surtout au droit, tout ce qui relève de l'immobilier et tout ce qui relève du droit agricole. J'ai pour le moment 3 livres auto-édités dans ces thématiques, bien sûr, à vous retrouver sur le site atelierfertile.com. Et puis, il y a la chaîne YouTube qui maintenant est assez fournie. Il y a plus d'une centaine de vidéos où je traite toutes ces questions, toutes mes thématiques, permaculture, agroécologie, habitat alternatif, etc. Là, je pense que vous avez largement de la matière à fouiller, à découvrir encore bien d'autres choses. Et puis, bien sûr, comme j'ai déjà évoqué, je fais du conseil pour les porteurs de projets, des plans, des designs, voilà, pour les personnes qui souhaitent faire, entre autres, leur jardin pour l'autonomie, pour la résilience, pour la biodiversité, avec tous les aspects, conception graphique, plan, chiffrage, investissement, mise en œuvre, etc. etc. Voilà. Écoutez, j'ai terminé ce que je voulais présenter. Un temps d'échange. Déjà, je vais rebalayer les remarques qu'on m'a fait dans la barre de chat. Alors, on parle de nicotinoïdes, effectivement, qui sont plus transmissibles dans les milieux aquatiques, effectivement. Est-ce que les mares peuvent épurer les néonicotinoïdes? Je ne sais pas, sur ce point-là particulier, je ne sais pas. Ce que je sais, ce qui est sûr, c'est que comme j'ai dit, les mares, c'est grandes mares, on est d'accord, hein, comme je l'ai évoqué au début, ça peut servir pour traiter certains pesticides, ce qu'on appelle la filtration, d'épuration par lagunage. Et selon après le format de la mare et surtout le type d'espèce qu'on va y implanter, c'est plus ou moins en capacité de pouvoir gérer certaines formes de polluants que d'autres. Voilà. Bon, c'est très technique, hein. Là pour le coup, il faudrait voir un peu au cas par cas. Et c'est encore la recherche scientifique là-dessus est encore assez balbutiante. Il y a beaucoup de programmes de recherche en cours. On a assez peu de recul encore aujourd'hui sur ce sujet. C'est assez balbutiant. Hein. Le fait est que l'état des connaissances est encore un peu balbutiant. Globalement, l'usage, ce qu'on appelle la phytorémédiation, hein, c'est-à-dire l'usage du végétal pour contrer, réguler, absorber des formes de polluants dans les formes de l'air, dans l'eau et la terre, c'est un domaine de recherche assez récent. Bon. On n'a pas encore des solutions éprouvées pour tout, mais c'est un domaine de connaissances en cours de construction aujourd'hui. Voilà, pas mieux. Quoi d'autre? Est-ce que la réglementation est fort différente en Belgique? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis absolument pas compétent en droit belge. Alors, quelqu'un me dit, on m'a dit de mettre du sable au fond pour éviter l'éclatement.
Moi, j'ai pas eu ce retour de là de la part d'autres paysagistes, mais pourquoi pas, ça, c'est pas incohérent. Pourquoi pas. Surtout, je pense, sur des marques qui sont assez superficielles, sur des strates de profondeur assez superficielles. Le sable, en tout cas, je vois qu'il a pour intérêt de stopper le rayonnement UV qui peut arriver, qui peut traverser l'eau et arriver jusqu'à la bâche. Le fait qu'on ait une couche de sable qui l'arrête, qui réfléchit la lumière et les UV, donc, ça permet logiquement de préserver, d'avoir une meilleure durée de vie de l'EPDM. Donc, déjà, pour ça, c'est cohérent. Après, on rentre aussi dans le débat, un des grands débats aujourd'hui, qui est là aussi la raréfaction de la ressource sable. Donc, c'est une question de proportion, c'est-à-dire, bon, on en est, mais pourquoi pas. Je pense que juste pour l'aspect réflexion, il n'y a pas besoin de grand-chose. Je veux dire, un simple lit de sable de l'ordre de 2-3 cm peut faire l'affaire, ce qui reste quand même assez. Après, moi, je disais que c'était du sable dessous le PDM pour pas que s'il y a un truc pour pas que ça éclate avec la pression. Oui, effectivement. Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Au lieu de mettre j'ai pas saisi. Oui, ouais, j'ai pas précisé. Oui, effectivement, j'avais pas compris. Oui, oui, là pour le coup, ouais, effectivement, c'est un point que j'ai pas pensé à expliciter, mais si on veut éviter qu'on ait un poissonnement d'un caillou quelconque qui traverse même le feu de géotextile, qui passe jusqu'au niveau de la bâche EPDM, effectivement, pour être vraiment sécure. C'est ce que font les paysagistes, de fait. Hein, c'est pour être vraiment sécure, mettre un lit de sable, 3 à 5 cm, hein, on est dans cette fourchette-là. Et effectivement, au-dessus, dans le décaissement, lit de sable, feutre géotextile et bâche EPDM. Voilà. Évidemment, et peut-être éventuellement une petite couche de sable sur la bâche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Quid de l'entretien? Oui, l'entretien, je n'ai pas trop développé. Si on est sur une mare vraiment très simple où il n'y a pas de système de pompage, de filtration, bon, l'entretien, c'est juste de l'observation, je dirais, c'est juste de l'observation du quotidien et puis avoir une épuisette. Vraiment, c'est ça l'entretien courant. L'épuisette, c'est surtout pour éviter quand même que l'engorgement du milieu aquatique par certains végétaux qui prennent assez vite quand même, hein, comme les lentilles d'eau. Voilà, c'est un peu, ça peut être régulé par certains poissons, mais bon, on peut se retrouver un peu dépassé. Donc ça effectivement, c'est un entretien très simple, juste passer une épuisette. En plus, la matière végétale qu'on va récolter, c'est très riche en azote, donc ça aussi, c'est un très bon apport au sol, au potager, par exemple. Après, ça, c'est sur la gestion courante. Et sur le plus long terme, il y a la question de, disons, enlever l'envasement, puisque vous avez, c'est une dynamique longue, mais il y a toujours plus de l'envasement qui va avoir lieu. Alors après, ça dépend des plans d'eau, mais le fait est qu'il y a toujours de l'envasement plus ou moins rapide au fur et à mesure des années au fond de la mare. Et l'envasement, si on ne fait rien, absolument rien, c'est courant qu'il arrive jusqu'à envaser complètement la mare et on n'a plus de mare. Ça arrive jusqu'au niveau du sol. Donc oui, ça, effectivement, il faut le faire. Après, le niveau d'envasement, ça varie beaucoup d'un plan d'eau à un autre, mais on est grosso modo entre 5, une fois tous les 5 à 10 ans, pour donner une idée. Pour revenir jusqu'à un niveau de... rien n'oblige d'enlever toute la vase, mais on peut garder une petite fin pour, ne serait-ce que pour sauvegarder toute la biodiversité qui est présente dans la vase. Mais effectivement, enlever le gros de la vase. Et en plus, cette vase qu'on peut mettre à composter, on peut la mettre sur des supports de culture. Et là aussi, c'est un amendement vraiment intéressant, surtout pour l'apport en azote et en phosphate. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Créer 2 bassins côte à côte, comment les relier? Alors, il faudrait peut-être un peu expliciter. Est-ce que c'est des bassins qui sont sur des niveaux topographiques différents? Dans ce cas-là, peut-être une simple rigole peut faire l'affaire. Hein. Quelle est la nécessité de les relier? Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de relier? Enfin, voilà, c'est peut-être un peu d'autres éléments, ça me serait utile. Comment attirer des grenouilles via sa mare? Là, il n'y a vraiment rien à faire. Alors, on peut aller chercher des grenouilles et les implanter si on veut, mais fondamentalement, il n'y a pas besoin. Hein. Je veux dire, les batraciens vont s'installer très vite. Hein. Encore une fois, c'est vraiment étonnant, mais même sur des endroits qui sont très éloignés de plans d'eau existants, vous avez des batraciens qui arrivent et c'est souvent leurs œufs sont transportés par sous les pattes des oiseaux, d'oiseaux qui ont fréquenté des plans d'eau, des cours d'eau. Voilà. Par exemple, au niveau de ma phytoépuration, c'est pas une mare, mais c'est comme un milieu aquatique, et du batracien qui arrivait très vite. Alors on était en janvier 2020.
T1, ouais, en janvier 2021, on a rénové complètement les phytos avec les voisins. Et voilà, il n'y avait plus rien. On avait tout remis, mais il n'y avait plus d'êtres vivants. On avait juste remis des substrats, des végétaux, et il n'y avait plus de batraciens. Très vite, au bout d'un mois, à nouveau, on retrouvait des batraciens qui se sont réinstallés. Alors qu'on était reparti d'une page blanche. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet pour ça. Alors, pour la taille minimale, il n'y a pas vraiment de standard. C'est... Comment dire, si c'est proche de votre habitat, que vous êtes en capacité de pouvoir l'observer, que vous êtes en capacité de pouvoir faire un petit entretien, mais un entretien très simple à l'épuisette. Et que vous voulez, un débat, c'est système de filtration avec pompage ou pas. Parce que si on est sur un système de filtration avec pompage, on peut se permettre de faire du bassin très petit. Voilà. Mais donc le débat n'est pas le même si on n'a pas de système de filtration et de pompage. Bon, là je pense que dans mon expérience, il faut au moins avoir une dizaine de mètres carrés, c'est vraiment un minimum, avec tout l'aspect différentes strates végétatives, plantes oxygénantes, etc. Et toujours observer. Ça me semble être vraiment le strict minimum pour pouvoir se passer de système de filtration. Et je parle de mares où on n'implante pas du poisson. Alors, d'autres choses. Que pensez-vous des sourciers pour trouver l'emplacement de la mare? Personnellement, je ne crois pas aux sourciers. Voilà. Après, chacun voit comme il veut, mais moi, je n'y crois pas. Là-dessus, j'avais vu une étude d'ailleurs dans laquelle ils avaient fait une étude scientifique dans laquelle, sur un site donné, ils avaient fait des recherches de donner la consigne donc, au public de chercher des points d'eau. Une partie du public étant des sourciers, l'autre partie étant des kidams qui ne sont pas des sourciers, qui n'ont pas de compétences particulières sur tout ce qui est lié à l'hydrogéologie. Le fait est que dans cette étude-là, j'ai plus la référence en tête, mais a montré que les sourciers avaient le même, comment dire, le kidam trouvait aussi bien ou ne trouvait pas aussi bien. En fait, il n'y avait pas de différence sur le fait de trouver des points d'eau par rapport aux sourciers. Voilà. Donc, bon, déjà, en tant que tel, je ne crois pas à la chose, mais en plus, il se trouve que on a de la recherche là-dessus qui montre que c'est pas le fait est que ça marche pas. Alors, on parle de longs fils verts tout doux qui viennent du fond du bassin. Oui. D'accord. Oui, mais ça bloque la filtration. Est-ce que ça sert à l'oxygénation? C'est un peu compliqué comme ça, sans avoir une photo de déterminer l'espèce. D'accord. Écoutez, en tout cas, c'est certainement pas un long fil vert tout doux pour moi. À moins que ça soit une myriophile, vous pourriez regarder la question du myriophile PHFI2LE. À moins que ce soit du myriophile, je ne pense pas que ce soit une plante oxygénante. Oui, ça bloque la filtration. D'accord. Donc après, je ne sais pas comment est fait votre système, mais si c'est peut-être un bloc filtrant ou un tuyau d'aspiration, dans ce cas-là, si on veut prévenir ça, outre le fait de jouer de l'épuisette, c'est le fait d'avoir un filtre, en fait. Un filtre. Il y a pour quasiment tous les modèles de pompe ou des tuyaux d'aspiration, vous avez des modèles de filtre. Vous pouvez demander en jardinerie, c'est assez simple, qu'on va visser sur l'embout d'un kit ou l'embout d'un tuyau d'aspiration pour filtrer ça, et ça fait largement le job. D'accord. Ah oui, alors pour revenir au sujet, avec deux bassins, la question de la connexion entre les bassins, on me dit que le sol est plat et sableux, mais j'ai besoin d'un passage solide d'accès au potager pour un tracteur. Ah oui. Oui, d'accord. Oui. Donc il faut que ça soit carrossable et même pour de la charge lourde. Donc là, il faut faire de l'empierrement, quoi. Sinon, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux pour un passage d'un véhicule lourd. Il faut faire un empierrement. Alors, soit on le fait maison, soit on fait appel à une entreprise de travaux agricoles pour ça, mais ça, c'est du travaux d'aménagement lourd. Pour faire un empierrement pour que le sol soit en capacité de supporter le passage d'engins de ce type. Et du coup, comment on va faire?
pour faire la connexion, il n'y a pas 50 solutions. Là, ça va être, il faut être en souterrain. Il faudra être en souterrain. Alors, selon la topographie, soit on joue sur de la pente, et dans ce cas-là, on trouve une façon de faire un tuyau enterré, effectivement, qui va permettre de faire l'adduction d'eau entre les deux. Soit ça veut dire qu'on est sur un système de pompage. Si on ne peut pas jouer sur un dénivelé, on est sur un système de pompage qui va aspirer l'un chez l'un pour emmener vers l'autre bassin, avec les tuyaux d'aspiration ou de rejet qui vont avoir l'un ou l'autre, qui va passer en souterrain. Mais en tout cas, prendre tuyau en souterrain, à prendre en PEHD, en polyéthylène haute densité, pour que ça puisse tenir la route. Ouais. Alors, on parle d'installer à Mars où des arbres n'est pas conseillé. La plupart du temps, oui. Parce qu'effectivement, la plupart des arbres, des espèces d'arbres, n'apprécient pas du tout le fait d'avoir les pieds dans l'eau. Mais certaines, oui. Donc, voilà. Noisetiers, les aulnes, les bouleaux, les peupliers, le cyprès chauve, les noisetiers, oui. Mais effectivement, pour les espèces qui ne sont pas des espèces dans le biotope et les marécages, effectivement, ils n'apprécient pas. Ouais. Après, par contre, si on parle d'un système où vous avez votre mare, mais il y a une bonne imperméabilisation et que les arbres ont quand même... c'est difficile de donner un chiffre comme ça dans l'absolu, mais au moins 10 mètres d'écart, oui, ça ira. Alors oui, on parle d'un puisard, peut-être la création d'une mare, juste pour le remplissage initial de la mare. Pour moi, il n'y a pas plus, c'est pas plus utile que ça, voilà, mais c'est utile pour le remplissage initial, en utilisant une pompe qui va chercher l'eau dans le puisard lorsqu'il y en a, et puis qui va aller... Alors évidemment, ça suppose de bien tuiler les travaux, parce qu'il faut qu'on ait d'habitude les créations de mares, c'est beaucoup plus pratique en période estivale. C'est sec, c'est plus simple, on a du moins beaucoup moins de remontée des nappes phréatiques. Donc, et c'est pas toujours simple d'avoir cette conjonction entre être en période estivale et en même temps avoir un puisard qui est rempli d'eau. Alors, l'eau de la mare. Mais bref, voilà. Le fait est que, quitte peut-être à faire un stock en période où, souvent en période automne-hiver, où le puisard peut être rempli d'eau, aller pomper de l'eau, trouver une façon quelconque de la stocker, comme une citerne souple, je ne sais pas, pour que ça puisse après être disponible en période estivale pour faire l'apport initial d'eau dans la mare. Alors, on pose après d'autres questions. Le niveau de l'eau reste le même tout le temps dans une mare. Eh bien, ça varie. Ça varie. L'essentiel étant qu'on ait un niveau d'eau quand même suffisant pour le maintien de la biodiversité. C'est quand même ça l'enjeu essentiel. Et du coup, là, on reboucle sur toutes les questions d'imperméabilisation, les questions de si on prélève, de ne pas trop prélever, etc. Quoi dire d'autre? Après, mais fondamentalement, si on a bien fait sa conception, il n'y a pas d'eau à ramener une fois la barre mise en place, hein, j'entends. Les eaux de ruissellement qu'on va canaliser vers la mare et les eaux pluviales qui tombent directement vers la mare, si on a bien fait le design, elles vont largement suffire pour juste simplement entretenir le stock d'eau, puisque évidemment qu'on a toujours la perte d'eau par évaporation, c'est normal, mais c'est normalement largement compensé par les eaux de ruissellement, les eaux pluviales qui tombent directement sur la mare. Alors on pose la question, ombre ou soleil, quoi préférer? Un mix des deux. Un mix des deux, clairement. Le fait d'avoir du soleil, c'est important pour éviter une eutrophisation du milieu, c'est important pour une large partie de la biodiversité qu'on veut avoir dans une mare. Et en même temps, l'ombre est intéressante pour limiter l'évaporation. Elle est intéressante puisqu'il y a beaucoup d'espèces qui apprécient les milieux ombragés. Donc clairement, c'est un mix des deux, à mon sens, qu'il faudrait avoir. C'est difficile de donner comme ça une proportion très précise, mais si on peut avoir un partage moitié-moitié, je dirais, entre les parties éclairées exposées au plein soleil directement et les parties ombragées, je pense qu'on a vraiment quelque chose d'optimal. Ok, alors attendez. Est-ce que vous pouvez réactiver? Je suis en train de regarder, est-ce que vous pouvez réactiver le micro ou pas?
instant. Alors, les feuilles dans l'eau. Oui. Oui, bah, c'est vrai qu'il faut à réguler en automne. C'est vrai que si on peut avoir beaucoup de feuilles, ça peut devenir colmatant. Beaucoup proportionnellement à la surface de la mare, ça peut devenir complètement colmatant et pour devenir problématique. Mais vraiment, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Hein. Juste un passage d'épuisette. Hop. Ok, bah écoutez, vous pouvez, s'il y a encore d'autres questions, peut-être des points sur des cas particuliers que vous avez, ça peut être aussi par audio, hein, vous avez la possibilité d'activer votre micro, hein, si vous voulez. Bon, bah écoutez, donc, voilà, comme je disais au tout début, hein, mais en dessous de la vidéo, une fois que je l'aurai mise sur YouTube, il y aura le lien vers la plateforme de formation. Gratuitement, on peut accéder au format formation où on va avoir l'enregistrement, mais aussi le tout le support là, que j'ai utilisé, un quiz, des liens vers un certain nombre de sites ressources aussi dans la thématique. Bon, bah écoutez, pas d'autres questions. Il n'y a plus qu'à se lancer, oui, c'est ça. Ok, bah bon courage à vous tous dans vos projets de mare, en tout cas. Écoutez, bah, j'espère à très bientôt.